Donc, dans le dernier chapitre, je vais parler du système excréteur. Donc, si on regarde la vue d'ensemble du système excréteur, le mot excrétion veut dire le processus par lequel les déchets sont séparés des liquides organiques et éliminés de l'organisme. Et donc, l'excrétion peut se faire par différents systèmes autres que le système excréteur, comme par exemple le système respiratoire parce qu'il relâche le dioxyde de carbone et qui sort du sang qui est un liquide organique. Le système tégumentaire aussi fait de l'excrétion parce qu'il va relâcher de la sueur et dans la sueur, on peut éliminer certains déchets de l'organisme. Le système digestif, à travers les selles, peut éliminer certains déchets de notre liquide organique, comme par exemple la bilirubine. Et donc, plusieurs systèmes font l'excrétion. Par contre, nous, on va se concentrer sur le système excréteur. Maintenant, le système excréteur, c'est le système qui est composé des reins, de l'urètre. Puis ici, je vais éliminer la rate. La rate a un lien, mais ce n'est pas vraiment très associé. On va écrire la vessie plutôt. Donc, la vessie et l'urètre, qui est l'appareil urinaire, qui lui est le système excréteur. Le système excréteur a plein de différentes fonctions. C'est lui qui va régir, donc c'est lui qui va gérer les volumes et la composition des liquides organiques, comme par exemple le sang, en excrétant certains déchets métaboliques et en recyclant certaines substances pour leur réutilisation. Donc, je vais parler de ça un petit peu plus tard. Maintenant, l'urine, c'est ce qui sort de ton système excréteur et qui contient les déchets métaboliques et les substances qu'on cherche à éliminer de l'organisme et des liquides organismes. L'urine est aussi le filtrat final provenant d'une unité structurelle qu'on appelle le néphron que l'on retrouve dans les reins. Le système excréteur a 4 fonctions différentes. Sa fonction principale, c'est l'excrétion des déchets métaboliques. Donc, pendant le métabolisme des acides aminés, par exemple, un des déchets métaboliques qui est produit est l'ammoniac. L'ammoniac est extrêmement toxique pour notre organisme et doit être éliminé, doit sortir du corps. Mais avant d'être éliminé, l'ammoniac produit par le métabolisme des protéines va se retrouver à aller dans le foie où il va être converti en un autre déchet métabolique qui est moins toxique qu'on appelle l'urée. L'urée va ensuite passer dans la circulation sanguine et va être filtré par le néphron du rein pour entrer dans l'urine, donc sortir du sang et entrer dans l'urine pour ensuite être excrété, ce qui veut dire sortir du corps à travers l'urine. Mais les fonctions du système excréteur, ce n'est pas seulement d'éliminer les déchets métaboliques comme l'urée, ça va être par exemple aussi le maintien de l'équilibre hydrique. Ça veut dire s'assurer que notre sang a la bonne quantité d'eau et de sel pour pouvoir réguler la pression sanguine dans notre sang. Je vais expliquer ça un petit peu plus tard en détail. Le système excréteur a aussi un rôle où il va maintenir l'équilibre acido-basique. Le pH de notre sang doit être autour de 7,4. S'il descend en dessous de 7,4, on va en ce qu'on appelle l'acidose, qui est dangereux. Et s'il monte au-dessus de 7,4, on va être en alcalose, qui elle aussi va être dangereux. Parce que rappelez-vous que le pH a un gros impact sur des protéines. Et rappelez-vous que des protéines jouent un rôle très important dans notre corps, incluant le rôle de réactions enzymatiques qui sont essentielles à notre survie. Et il va réguler le pH du sang en excrétant des ions hydrogènes ou en absorbant des ions bicarbonates. Les ions hydrogènes rendent acide et les ions carbonates, ça rend le sang basique. Donc, en jouant sur ces deux substances, on peut augmenter ou baisser le pH du sang. Mais ça, je vais en parler encore en détail un peu plus tard. La dernière fonction du système excréteur, c'est la sécrétion d'hormones. Il va sécréter 2 hormones, le calcitriol, qui est une forme active de la vitamine D, et la vitamine D est importante pour pouvoir absorber le calcium dans notre tube digestif donc le calcium de notre alimentation pour augmenter la quantité de calcium dans notre sang. Et il va être aussi responsable de la sécrétion d'une hormone qu'on appelle l'érythropoïétine, qui, elle, permet d'augmenter la quantité de globules rouges que l'on a dans notre sang. Le système excréteur va donc être composé de 2 reins que l'on retrouve en arrière de la cavité abdominale, c'est-à-dire qu'il faut enlever tous les intestins et tous les autres organes pour avoir accès aux reins. Donc, c'est pour ça que généralement, les chirurgiens vont faire des chirurgies avec le rein en mettant la personne sur son ventre et en faisant la chirurgie à partir du dos, parce que c'est plus facile d'accéder aux reins par le dos que par le ventre, parce qu'ils sont complètement en arrière de la cavité abdominale. Chaque rein va être
relié à la vessie qui entrepose l'urine par ce qu'on appelle des uretères, qui sont des conduits qui transportent l'urine de tes reins jusqu'à ta vessie. Et lorsque on se débarrasse, quand on veut évacuer l'urine, lorsqu'on urine, l'urine va sortir de la vessie par l'urètre. C'est-à-dire qu'il y a uretère et urètre. Donc, on a 2 uretères, mais un urètre. Le rein est ce qui permet la filtration du sang. C'est-à-dire que le sang doit rentrer par l'artère rénale, passer à travers différentes structures qu'on appelle des néphrons. Donc, c'est eux qui font vraiment la filtration dans le rein. Et après avoir passé par les néphrons où il y a eu la filtration du sang, le sang va ensuite sortir du rein par l'artère rénale ou la veine rénale. C'est-à-dire qu'on voit que tu as l'artère rénale qui achemine le sang au rein. Le sang sort du rein par la veine rénale et on voit que l'on a une artère rénale et une veine rénale des 2 côtés, donc un pour chaque rein. Le rein va avoir 2 parties. Donc, remarquez ici sur cette image qu'on parle de cortex rénal. Donc, toute cette partie-là, donc la partie externe, toute cette partie-là, c'est le cortex rénal. Et on a la substance médulaire. Donc, toute la partie interne ici, c'est ce qu'on appelle la substance médulaire. La substance médulaire, c'est une substance particulière. C'est faite de cellules et de tissus, mais ça va être aussi dans un milieu aqueux, donc le milieu extracellulaire, va devenir de plus en plus concentré en sodium. C'est-à-dire que quand tu t'enfonces dans la substance médulaire, tu augmentes la concentration en sodium des fluides extracellulaires. Donc, la concentration en sodium diminue plus que l'on descend dans cette substance médulaire. Donc, ça va être quelque chose qui va être important pour la filtration et pour la réabsorption de certaines substances, en particulier l'eau, qui va être mentionné dans un prochain vidéo. Le néphron va avoir 3 différentes parties. Un filtre, un tubule et un tube. Il y a la capsule de Bowman, le glomérule. Le glomérule est dans la capsule de Bowman. C'est-à-dire que s'il fallait que je fasse un schéma, donc ici, tu aurais le sang qui rentre. Ici, tu as des capillaires. Le sang va rentrer par la veine ou l'artère rénale ici, va passer à travers toutes les capillaires, va sortir. Cette structure-ci s'appelle le glomérule. Le glomérule va avoir une paroi qui est perméable à certaines substances. C'est-à-dire qu'il va avoir des substances qui vont être filtrées du sang, qui passent à travers ces petites artères du glomérule pour qu'il y ait un filtrat qui sort du glomérule. Le filtrat qui sort du glomérule va être pris par une structure qu'on appelle la capsule de Bowman. Donc, cette capsule de Bowman permet de prendre les substances qui ont été filtrées du sang à travers le glomérule. Donc, le filtrat va rentrer dans la capsule de Bowman. À partir de la capsule de Bowman, ce filtrat va descendre une série de tubes qu'on appelle des tubules. Donc, le filtrat va descendre dans des tubules. Les tubules vont aller dans l'ordre suivant. Le tubule proximal, l'anse de Henle et le tubule distal. Lors de son passage à travers ces 3 tubules ou ces 3 tubes, il va y avoir une réabsorption de certaines substances du filtrat et une sécrétion de certaines substances dans le filtrat et une excrétion de certaines substances. C'est-à-dire qu'il va y avoir des échanges qui vont se faire lorsque le filtrat passe à travers les tubules pour essayer de faire que le filtrat final qui va être acheminé au tube collecteur soit le plus proche de l'urine possible. Donc, dans le tube collecteur, le filtrat, après avoir passé à partir de ces 3 tubules-là, et où il y a eu certaines réabsorptions ou sécrétions, va avoir l'aspect de l'urine, mais un petit peu plus dilué, et donc il va avoir une réabsorption d'eau dans ce tube collecteur avant que l'urine entre du tube collecteur dans le bassinet pour se rendre dans les uretères et se rendre jusqu'à la vessie, où il peut être entreposé. Les néphrons, il en existe de 2 types. On a le néphron qui s'appelle le néphron juxtaglomérulaire et on a aussi le néphron cortical. La majorité des néphrons que l'on a dans nos reins, donc on a des milliards de néphrons, mais la majorité vont être des néphrons corticaux. Ça veut dire que ça va être des néphrons qui vont se retrouver majoritairement dans la partie du cortex ici. Tandis que
le néphron qui est juxtaglomérulaire va être un néphron qui va se retrouver à avoir une partie dans le cortex et une grande partie dans la substance médulaire. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un néphron juxtaglomérulaire et quand je vais donner la vidéo où je vais expliquer la filtration glomérulaire, je vais parler plutôt du néphron juxtaglomérulaire. Malgré le fait que le néphron juxtaglomérulaire représente seulement 15% des néphrons du rein, c'est lui qui va avoir le rôle le plus important et donc c'est lui sur lequel je vais me concentrer quand je vais donner mes explications. Le néphron juxtaglomérulaire va donc avoir une longue partie de l'anse de Henle qui va s'enfoncer dans la substance médulaire. Donc ici, on a une ligne qui indique la limite entre le cortex et la substance médulaire. Et donc, le néphron juxtaglomérulaire va avoir une partie dans le cortex, mais son anse de Henle va être enfoncé très profondément dans la substance médulaire, tandis que le néphron cortical a la majorité du néphron dans le cortex et pas une grande partie de son anse de Henle enfoncé dans la substance médulaire. Le néphron juxtaglomérulaire a aussi une autre particularité. Autour de son glomérule, il va y avoir un appareil qu'on appelle l'appareil juxtaglomérulaire. Donc, voici un exemple, une image qui montre l'appareil juxtaglomérulaire. Ici, tu as le glomérule qui a un lien avec ton artère rénale, où là, tu as le sang qui va entrer, passer à travers les capillaires et sortir par l'artériole efférente, donc rénale efférente qui sort. Il va y avoir ici donc le glomérule, où là, il y a la filtration des substances du sang qui met le filtrat dans la capsule de Bowman et qui va continuer son chemin dans les différentes tubules. Mais juste ici, on a l'appareil juxtaglomérulaire qui, lui, va avoir la capacité de détecter la pression du sang qui rentre dans le glomérule. Si la pression du sang qui rentre dans le glomérule est basse, l'appareil juxtaglomérulaire ou élevé, l'appareil juxtaglomérulaire va envoyer une hormone. Donc ici, si la pression est élevée, ou non, elle est basse plutôt, l'appareil juxtaglomérulaire va relâcher de la rénine, qui est une enzyme hormone, qui, elle, va déclencher un processus qui va augmenter la pression artérielle. C'est-à-dire qu'ici, l'appareil juxtaglomérulaire de tes néphrons juxtaglomérulaires, donc ton appareil juxtaglomérulaire, tu le retrouverais à peu près ici où je mets mon point vert, il va détecter la pression sanguine et si la pression sanguine est basse qui rentre, ça va relâcher de la rénine dans le sang et ça va faire augmenter la pression sanguine. Pourquoi? Parce que tu veux avoir une certaine pression sanguine à l'intérieur du glomérule pour que la filtration puisse se faire de façon efficace. Si je fais le lien entre cet appareil-ci, le néphron juxtaglomérulaire, le glomérule, l'appareil juxtaglomérulaire et la capsule de Bowman, je peux faire le lien avec une presse à café, par exemple. Si vous avez déjà fait un café avec une presse à café, vous avez un contenant en vitre dans lequel vous mettez des grains de café et de l'eau. Ensuite, vous avez un filtre que vous mettez par-dessus et que vous devez peser vers le bas. En pesant vers le bas, les grains de café vont être pris dans le filtre et le café va, lui, continuer à passer à travers le filtre et va se retrouver de l'autre côté de ton filtre. Plus que tu pèses fort, le plus facilement est-ce que tu vas être capable d'extraire le café et de le séparer de tes grains de café. Donc ici, pour pouvoir avoir une filtration efficace de ton sang, il faut qu'il y ait suffisamment de pression pour pousser les substances qui peuvent passer à travers les parois de ton glomérule dans la capsule de Bowman. Si la pression est trop basse, la filtration ne va pas être efficace, tu n'auras pas assez de pression pour faire sortir toutes les substances qui peuvent sortir de ton sang et rentrer dans ta capsule de Bowman, et donc ta filtration ne sera pas efficace. C'est pour ça que tu as besoin de l'appareil juxtaglomérulaire qui détecte la pression et qui s'assure que la pression qui rentre soit suffisamment grande pour avoir une filtration efficace. Et donc, nous, on va vraiment se concentrer sur l'appareil, le néphron juxtaglomérulaire, parce que dans le fond, les deux sont très similaires. Par contre, lui va avoir un rôle plus important au niveau de la réabsorption de certaines substances à cause du fait que son anse de Henle rentre très profondément dans la substance médulaire. Et aussi, il a l'appareil juxtaglomérulaire qui lui permet de réguler la pression artérielle du sang qui rentre dans
dans le glomérule, mais aussi de la pression sanguine du corps en général. Maintenant, si on fait un retour à l'anatomie, ici, on a le glomérule qui est relié à la capsule de Bowman, qui lui est relié au tubule proximal, qui lui est relié à l'anse de Henle, donc il y a la partie descendante de l'anse de Henle, la partie ascendante de l'anse de Henle, le tubule distal et éventuellement le tube collecteur. Remarquez que tu as des capillaires sanguins qui acheminent le sang dans le glomérule pour la filtration, mais remarquez aussi que tu as plein de capillaires sanguins qui entourent aussi les tubules proximales, l'anse de Henle et les tubules distales. Et c'est cette interaction entre les tubules proximales, anse de Henle, distale et même tube collecteur qui vont permettre à certaines substances dans le filtrat initial de sortir du filtrat et retourner dans le sang, ou des substances qui n'ont pas été filtrées, qui sont dans le sang et qui doivent sortir dans l'urine pour qu'ils puissent rentrer dans le filtrat. Ça va être le processus que je vais expliquer plus en détail dans un prochain vidéo.